Donc on poursuit ce parcours en agroécologie, et maintenant on va se centrer de façon plus précise. Après ce grand panorama historique, on va investiguer de façon un peu plus précise la question de l'alimentation. Et donc c'est François Léger qui est avec nous pour ça. Donc François Léger, vous êtes ingénieur agronome, docteur en écologie. Vous êtes enseignant-chercheur à AgroParisTech. Vous êtes en charge d'un parcours d'enseignement agroécologie, société et territoire, et d'une mention de master qui est commune à AgroParisTech et à l'Université Paris-Saclay. Vous avez été également, dans votre parcours professionnel, ingénieur à l'Institut de l'élevage, et notamment en charge de la mise en place de mesures agro-environnementales concernant l'élevage extensif. Et vous avez également été ingénieur à Montpellier Supagro, dans l'unité de recherche sur l'innovation, les innovations. Et puis vous avez été membre et puis directeur d'une unité de recherche commune à l'INRA et à AgroParisTech, SADAPT, donc activités, produits et territoires. Et vos recherches ont porté sur, on en parlait tout à l'heure, la conciliation de la production agricole et de la conservation de la nature et de la biodiversité. Et actuellement, vous travaillez sur la viabilité économique, écologique et sociale des micro-fermes qui font de la production maraîchère. Voilà. Et donc, vous allez maintenant nous parler de l'agroécologie comme moyen de répondre aux défis alimentaires. Et effectivement, on a en tête cette question, est-ce que l'agroécologie, on en parlait déjà tout à l'heure, mais on va y revenir d'une certaine façon, est-ce que l'agroécologie est en mesure d'assurer les besoins alimentaires de l'humanité, aussi bien en quantité qu'en qualité? Et donc, je vous passe la parole pour 30 minutes. Donc, vous pouvez soit rester ici, soit vous installer au pupitre. Bonjour. Bon, donc effectivement, on m'a demandé de parler d'agroécologie et de défis alimentaires. Alors, la notion de défi alimentaire, c'est simple. Si vous prenez à peu près 90% des papiers qui parlent des articles scientifiques ou de vulgarisation qui parlent d'agriculture aujourd'hui, ils disent en 2050, il faudra nourrir 9 milliards, 10 milliards, il va falloir doubler, tripler, multiplier par 0,7 la production agricole dans le monde. Ce que je voulais vous montrer, c'est vrai que c'est un enjeu assez considérable. Et dans les inquiétudes qu'on entend de ci et de là concernant l'agroécologie, c'est de dire ouais, mais ça ne permettra pas de nourrir des milliards de personnes. Donc c'est une question difficile en fait à traiter. Mais je voulais commencer par une question assez fondamentale. De quoi parle-t-on quand on parle de sécurité alimentaire? En fait, il y a une définition qu'on pourrait dire officielle, internationale, qui a été produite dans un sommet de l'Organisation des Nations Unies en 1996, qui s'appelait le Sommet mondial de l'alimentation, et qui dit la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains, et ce qui est important ici, c'est bien sûr le tout, ont à tout moment un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques, les besoins physiologiques d'ailleurs, ce serait peut-être mieux, mais aussi, et c'est important, leurs préférences alimentaires, le tout devant leur permettre de mener une vie saine et active. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que la sécurité alimentaire, ce n'est pas juste le problème de la faim. Vous avez des gens qui mangent, mais qui mangent tellement qu'ils ne sont plus capables d'avoir une vie saine et active. Donc on y reviendra. La question cette question essentielle, de nourrir 10 milliards d'êtres humains, on la réduit souvent à une question quantitative. Pour ma part, je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est un enjeu qui est d'ordre culturel. Qu'est-ce qu'on va faire manger aux gens demain? Est-ce qu'on va respecter ce qu'aiment manger les Chinois, les Indiens, les Australiens, les Papous, les Sud-Américains, les Français, les Italiens, les Allemands, les Anglais? Ou est-ce qu'on va imposer à tout le monde de manger la même chose parce qu'il n'y aurait pas assez à manger pour tout le monde? Il y a évidemment derrière un enjeu économique. C'est-à-dire, quels sont les types de modèles agricoles, façons de faire de l'agriculture et de façon de vendre les produits alimentaires qui seront en jeu? Il y a un enjeu social. Qui va produire l'alimentation de demain? Est-ce que c'est des grandes entreprises? Est-ce que c'est des paysans? Et qui aura accès à quel type d'alimentation? Est-ce qu'il y aura une forme d'égalité dans l'accès à l'alimentation et dans les choix alimentaires?
il y a un enjeu qui est très écologique qui est devenu totalement évident. Quelles seront les conséquences de nos choix en termes de système alimentaire sur la planète? Et quelles seront les conséquences de nos actions sur la planète, sur notre possibilité de maintenir à long terme des choix alimentaires déterminés? Et puis, il y a un enjeu quantitatif que j'ai mis en dernier parce que je ne suis absolument pas convaincu que ce soit le plus important. Si on regarde, au cours des 30 dernières années, parce que c'est le graphe que j'ai là, ce qu'on remarque, c'est que la production agricole a augmenté nettement plus vite que la population à l'échelle de la planète. Donc on pourrait dire un truc, pourquoi ces courbes devraient s'infléchir, changer, s'arrêter? Ce qu'on voit aussi, c'est que la richesse de la planète, mesurée par ce qu'on appelle le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse produite par chacune des nations, a augmenté finalement plus vite que la production agricole ou la population. Donc, c'est un premier point qui est assez essentiel, c'est que les humains sont dans l'ensemble de plus en plus riches, même si c'est très inégalement réparti, vous le savez, et du coup, ils n'ont pas forcément accès à la même alimentation qu'hier. Si on observe la production agricole et les causes de son augmentation, je ne détaille pas le mode de calcul parce que ce serait un petit peu compliqué, mais vous avez ici, alors ça doit être avec ça qu'on pointe, chaque courbe, la couleur de chaque courbe correspond à une division assez classique du monde en 5 blocs, qui sont l'Afrique subsaharienne, c'est en noir, l'Amérique latine, c'est en orange, l'Asie, c'est en bleu ciel, l'ex-URSS, parce qu'on a été obligé de la mettre à part, parce que c'était un peu bizarre ce qui s'y passait, en vert clair, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord en marron clair, là. Et puis ce qu'on appelle les pays de l'OCDE, c'est les pays en fait, qui sont les pays développés, c'est-à-dire grosso modo l'Europe, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Canada, en jaune. Et ce que vous voyez, c'est qu'entre 1960 et 2005, partout, les quantités produites par hectare cultivé ont augmenté de façon assez significative. Et quasiment partout dans la même proportion. C'est-à-dire que grosso modo, on a doublé en Afrique, on a doublé dans les pays de l'OCDE, un tout petit peu plus, mais pas beaucoup. En revanche, ça a augmenté beaucoup plus en Asie, où on est passé plutôt d'un facteur 1 à 2,5, et ça a augmenté d'abord sur le même rythme, puis depuis quelques années de façon très rapide, en Amérique latine. Donc, quand on voit ces courbes, en général, et quand on regarde les gens qui étudient ça, montrent que c'est bien le progrès technique, hein, les usages, ce qu'on appelait la révolution verte, les variétés améliorées, les engrais, les pesticides, etc., qui expliquent une bonne partie de l'augmentation de la productivité à l'hectare. En revanche, la production agricole à l'échelle du monde, elle n'est pas autant attribuable que ça au progrès technique, mais d'abord à un autre facteur qui est la production des espaces agricoles. Alors évidemment, je vous ai donné ici des cartes du monde. Vous voyez ce qui est marron ou orange, c'est grosso modo ce qui est agricole. Vous voyez qu'en 1700, il n'y en avait quasiment pas à l'échelle du monde. En 2000, on commence à avoir une tâche significative. Et ce qu'on peut estimer, c'est qu'à l'horizon 2050, cette tâche de zone fortement transformée par l'agriculture aura encore très fortement augmenté. Ce qui explique la progression de la production agricole, c'est avant toute chose la production des espaces agricoles. Oui, la progression, pardon, excusez-moi. Et ça, c'est quelque chose d'assez important parce qu'il y a bien un moment où ça va devoir s'arrêter, tout simplement parce qu'on aura mis en culture tout ce qui est franchement cultivable. Et c'est ce jour-là qu'on va commencer à se poser des questions sur notre futur. Et avant, on s'en posera nécessairement parce que cette expansion des espaces agricoles, elle modifie les équilibres écologiques à l'échelle planétaire et on a en fait une assez faible conscience et une assez faible maîtrise des conséquences de notre propre transformation du monde sur la planète. Je pense qu'on y reviendra quand on parlera évidemment de changement climatique. Autre chose essentielle à l'échelle planétaire, c'est qu'une partie croissante des terres cultivées est destinée non pas à alimenter directement les humains, mais à alimenter le bétail. Et cette part, le vert foncé, représente les parties du monde où cette part est supérieure à 52%. Et c'est quoi? Plus les pays sont riches,
plus ils consacrent une part importante de leurs terres à alimenter les animaux. Et plus les pays sont pauvres, moins ils augmentent. Et évidemment, cette carte de l'usage alimentation du bétail et des sols va de pair avec la carte des consommations de viande à l'échelle planétaire. Les chiffres qui sont là, alors c'est toujours des calculs assez compliqués, les chiffres qui sont là sont relativement éloquents. Un Américain du Nord, c'est-à-dire États-Unis, Canada, va consommer de l'ordre de 120 kg de viande, un Européen en moyenne de l'ordre de 75 kg, mais un Français va être aujourd'hui à 82 kg. Un Brésilien ou un Argentin, grand pays où on mange beaucoup de viande, l'Argentine, la nourriture du pauvre, c'est la viande, hein, et plutôt, alors là, j'y vois pas bien, mais ça doit être 70 kg. Et puis vous prenez l'Asie, on est à 27 kg, l'Afrique subsaharienne, on est à 22 kg, le Moyen-Orient, on est à 25 kg. Il y a un lien très direct, en fait, entre consommation de viande et richesse des nations. Et effectivement, ce lien, il correspond à la façon dont nous avons transformé nos façons de manger, et c'est quelque chose qui est quasiment universel, dont on peut déterminer des règles quasiment universelles. Ces règles universelles, la première, c'est que nous mangeons désormais tous les jours comme nos arrière-grands-parents mangeaient le dimanche. C'est vrai pour les Européens, c'est vrai pour les Asiatiques, c'est vrai pour les Brésiliens. Et qu'est-ce que ça veut dire manger tous les jours comme si c'était le dimanche? Ça veut dire manger de la viande tous les jours, très simplement. C'est la première des choses. Et donc, on assiste à une énorme augmentation des consommations de viande et de graisse au fur et à mesure que les peuples s'enrichissent. Et d'autre part, on mange plus qu'avant, relativement à nos besoins. Grosso modo, dans cette salle, vu le type d'activité physique qu'on a, on passe avec 2200 kcal jour, à peu près. Et 2200, ce serait ce qui serait raisonnable de consommer. La consommation réelle de la salle, à mon avis, elle est autour de 3000. Ça ne veut pas dire qu'on est tous gros comme des gorées, mais on mange trop. Quatrième point essentiel, c'est l'industrialisation des aliments. On mange de plus en plus d'aliments transformés. Et cinquième point, c'est celui de la disjonction des espaces de production et de consommation. On mange des choses qui viennent de plus en plus loin. Et ça, c'est dans tous les pays qui s'enrichissent, on observe un peu les mêmes phénomènes. Ça ne veut pas dire que les Chinois mangent comme les Européens une fois qu'ils sont devenus riches. Ils mangent comme des Chinois riches. Et un Chinois riche, ça mange de la viande, ça mange trop, ça boit trop, enfin bref. Une des conséquences de cette mécanique, c'est aussi qu'en fait, on a augmenté de façon juste ahurissante la part des déchets alimentaires. C'est-à-dire que, grosso modo, on jette à peu près 30% de la bouffe qu'on achète en France. C'est quand même pas rien. Donc, quand on dit, est-ce qu'il faut nourrir 30% de personnes en plus, est-ce qu'on le fait en augmentant la production de 30% et en mangeant toujours plus, ou est-ce qu'on le fait en se disant, mais comment on pourrait réduire nos déchets alimentaires? Et donc, je disais, en général, on mange plus de viande, on mange plus, on mange mieux. Enfin, on mange mieux. On mange comme le dimanche. Mais ne nous faisons pas d'illusions. La sous-nutrition dans le monde était en légère décrue des années 80 aux années 2000. Elle tend aujourd'hui à réaugmenter. Et cette sous-nutrition frappe paradoxalement d'abord et avant tout des paysans. Il y a des gens qui produisent à manger. Pas trop chez nous, rassurez-vous, mais en Inde, en Afrique subsaharienne, qui sont les deux pôles majeurs de sous-nutrition dans le monde. Et puis, alors, on mesure la vitesse d'augmentation sur les courbes. Il y a quelque chose qui augmente ultra rapidement, c'est ce qu'on appelle le surpoids pathologique. C'est-à-dire les gens qui sont trop gros et dont le fait d'être trop gros affecte le bien-être et la santé. Je vous rappelle la définition de sécurité alimentaire, une vie saine et active. C'est ceux-là qui ont des problèmes aujourd'hui avec leur vie saine et active. Et ce qui est complètement étonnant, c'est qu'en 2013, le nombre de gens qui souffrent d'une malnutrition aboutissant à un surpoids pathologique est équivalent dans le monde à ceux qui souffrent de sous-nutrition. Et ça veut dire que sur une population qui est aujourd'hui de 7,5 milliards, enfin, qui en 2013 était de 7,5 milliards, il y a 2 milliards de personnes qui ont un problème avec l'alimentation.
C'est-à-dire un tiers de la population mondiale, ou presque. Si on regarde qu'est-ce qui produit la malnutrition, il ne faut pas se faire d'illusions, les gens qui ne mangent pas assez, ce sont les pauvres. Et donc les pauvres, ils sont dans les pays pauvres. Mais plus vous êtes pauvre, moins vous mangez bien. Et puis, plus vous êtes pauvre dans un pays qui souffre d'absence de démocratie, dans un pays qui souffre d'instabilité politique aboutissant à des conflits militaires, plus vous souffrirez de la faim. Il y avait très peu de gens qui souffraient de sous-nutrition en Syrie il y a encore 10 ans. Avec la guerre depuis 5 ans, c'est l'un des pays où la sous-nutrition a le plus augmenté. Donc, là où la paix est menacée, là où les sociétés sont trop inégalitaires, là où la pauvreté réelle de ces gens qui ont moins de 2 euros par jour pour vivre existe, on trouve la sous-nutrition. La sous-nutrition, ce n'est pas un problème de quantité, c'est un problème de répartition des richesses à l'échelle planétaire. Et je vous le disais, le problème, c'est que cette sous-nutrition et cette extrême pauvreté touchent d'abord cette proportion importante de gens qui, dans le monde, vivent aujourd'hui de l'agriculture. 35%, grosso modo, aujourd'hui, de la population est une population de paysans dans le monde, ou d'agriculteurs. Mais je dirais surtout de paysans, parce que les plus nombreux, ils sont où? Ils sont... Ah merde, encore raté. Ils sont en Inde, ils sont en Chine, ils sont en Afrique subsaharienne, ils sont un petit peu au Brésil, mais vous voyez que tous les ronds bleus correspondent à des coins où la population absolue de paysans, le nombre de paysans diminue, et les ronds rouges, des coins où la population de paysans augmente. Le pays où la sous-nutrition est la plus manifeste, c'est l'Inde, et en Inde, ceux qui souffrent de la faim, ce sont les paysans indiens. Et paradoxalement, pourquoi ils souffrent de la faim alors qu'ils produisent à manger? Après tout, c'est leur métier. Ils souffrent de la faim parce que pour pouvoir payer ce dont ils ont besoin pour produire, ils vendent leurs récoltes avant même de les avoir produites, pour beaucoup d'entre eux. Et vendant leurs récoltes avant même de les avoir produites, ils souffrent non pas du fait qu'ils ne produisent pas assez dans leurs champs, mais du fait que pour pouvoir rembourser leurs dettes, ils doivent vendre tout ce qu'ils ont produit sans rien garder pour eux-mêmes. Et ces petits paysans, je vous le disais, c'est l'immense majorité de la population des agriculteurs du monde. Et en fait, ces petits paysans du monde, dont on dit qu'ils sont non compétitifs, ils produisent 70% environ de ce que nous mangeons à l'échelle de la planète. Ceux qui nourrissent le monde, ce n'est pas les grands céréaliers du bassin parisien et du nord de la France. C'est les petits paysans indiens, indonésiens, chinois, africains. Et évidemment, quand vous regardez un petit détail, c'est que ces 70% de paysans qui ont moins d'1 hectare de terre cultivable dans le monde, vous voyez qu'à eux tous, ils ont 10% des terres. Et qu'à l'inverse, on ne voit même pas combien ils sont ceux qui ont plus de 200 hectares. Si je rajoute 10 plus 20 plus 14 ou 15, ce moins de 1 pour 1000 des paysans dans le monde cultivent 40% des terres. La question de la sécurité alimentaire, c'est là encore une question de distribution des ressources. Alors évidemment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des différences énormes d'un continent à l'autre. L'Asie, c'est le continent des petits paysans et il n'y a quasiment pas de très grande agriculture. À l'inverse, l'Amérique du Sud, vous voyez que c'est beaucoup plus réparti, mais avec une très grosse part des terres gérées par des très grands producteurs. Ce sont ces très grands producteurs qui exportent le soja dont nous nourrissons nos animaux en Europe, par exemple. Et puis en Europe, en fait, il y a encore pas mal de petits paysans, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Alors, je parle ici de l'Europe, ce n'est pas la France. Ces petits paysans, on va les trouver beaucoup en Pologne, beaucoup en Roumanie, beaucoup dans les pays récemment entrés de l'Europe. Mais finalement, et puis on se rend compte qu'en termes d'exploitation, on a un gros bloc qui tourne autour de 150-300 hectares. Et ça, c'est le modèle qu'on considère désormais, de ce mot que je déteste personnellement, du modèle conventionnel. Modèle industriel, je veux bien, et je peux m'en expliquer. Conventionnel, oui, conventionnel, dès lors qu'on dit c'est ça la bonne agriculture.
C'est une convention de dire que ce serait la bonne agriculture. Et donc, parlons de l'agroécologie. On a dit un peu, Laurence Roudard tout à l'heure nous a montré que c'était un petit peu compliqué de définir l'agroécologie, mais le terme agroécologie, il a été inventé dans les années 20, je ne vais pas y revenir, et il réapparaît dans les années 60-70 en Amérique latine chez les universitaires latino-américains. Et ces universitaires sont des gens qui vont observer la réalité des transformations des paysanneries latino-américaines, et en particulier mexicaines, et qui vont dire, finalement, la révolution verte, c'est un modèle qui n'est pas applicable par les sociétés paysannes. Et ce modèle, je vous le rappelle, c'est quoi? En fait, c'est l'idée que tout doit être pensé pour maximiser la production. Et la seule chose qui compte, en quelque sorte, ça va être le rendement. En rupture totale avec ce qu'étaient les traditions agronomiques classiques, y compris en Europe, où l'agronomie avant 1870, telle que c'était définie par les agronomes, et le plus connu au XVIe siècle étant Olivier de Serres, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Le ménage des champs », l'agronomie, c'était la science de la reproduction de la fertilité. Et c'est devenu, au XXe siècle, la science de la production. Avec une recette qu'on a cherché à appliquer de façon universelle, amélioration génétique, mécanisation, on l'a dit tout à l'heure, cette mécanisation, elle touche très inégalement les sociétés paysannes, engrais de synthèse, et en particulier l'azote de synthèse, et pesticides. Et ce modèle-là, il y a un certain nombre de gens qui ont dit ça ne peut pas fonctionner pour des paysans qui n'ont pas les ressources financières qui leur permettent de l'appliquer, ne serait-ce que correctement. Et donc, cette révolution verte a eu une certaine efficacité, on l'a vu, les rendements ont augmenté de façon massive, mais en même temps, elle a profondément perturbé les sociétés paysannes dans un certain nombre de pays. Grosso modo, à cause de deux choses, c'est que ce modèle de la révolution verte, c'est un modèle d'une agriculture des pays, des zones tempérées riches, inventé, inspiré des zones tempérées riches. Or, les conditions écologiques des pays du Sud sont différentes. Et le labour en particulier, qui peut apparaître comme une solution efficace et opportune sur des sols européens, labourer des sols tropicaux, c'est souvent la pire des bêtises qu'on puisse faire. Parce qu'en fait, labourer, c'est quoi? C'est oxygéner le sol et augmenter la dégradation de la matière organique dans les sols. Et s'il fait chaud, et que vous oxygénez un sol, vous les détruisez à vitesse grand V, puisque vous allez perdre très vite la matière organique de ces sols. Première question, premier exemple. Deuxième question, c'est que les sociétés paysannes au Sud s'appuyaient sur une lecture de l'environnement, sur une lecture de qu'est-ce que c'était le bien manger, qu'est-ce que c'était le travailler ensemble, qui était en fait, n'avait rien à voir avec le type de lecture que nous leur imposions ou que leur imposait cette modernité scientifique prétendument universelle. Et donc, en fait, en imposant un modèle technique, on détruisait les sociétés elles-mêmes. Et que la destruction des sociétés était profondément perverse parce qu'elle conduisait les paysans à ne plus compter sur les ressources que leur procurait cet ancrage social. Et donc à être seuls face à l'exigence de modernité qui leur était imposée. Et donc, ces agronomes latino-américains, ils ont dit, on va inventer une nouvelle agronomie, et puis on va l'appeler agroécologie, parce que ce qui est important, c'est de réfléchir à la façon dont nous pouvons inventer des techniques cohérentes avec les écosystèmes transformés par l'homme au sud ou au nord. Et donc, au sud, au Brésil, au Mexique, en Inde, en Indonésie, l'agroécologie, c'est d'abord l'alliance d'une réflexion scientifique partant de l'écologie au service des paysans et de cette idée que les paysans puissent se nourrir eux-mêmes. Avec toute une série de principes qui ont été mis en œuvre. L'idée qu'il fallait réfléchir au cycle de l'eau dans les écosystèmes agricoles, au cycle des matières, au flux d'énergie, à la régulation des populations de ravageurs, etc., mais en s'appuyant sur une intelligence du fonctionnement de ces écosystèmes, en particulier comment créer et minéraliser de la matière organique sans en perdre,
et d'autre part de renforcer ce qu'on appelle le système immunitaire des écosystèmes. Vous avez un parasite, il est très probable que va apparaître, dans un milieu naturel, un parasite d'une plante, va apparaître un parasite du parasite. Parce que c'est quelque chose à manger, en quelque sorte. Et donc, ce qui va être important, c'est de réfléchir à des façons de structurer les espaces agricoles, de les transformer, de les adapter, qui permettent de maximiser ces interactions entre animaux, entre plantes, au profit de la production. Et donc, en fait, et là je rejoins tout à fait ce que nous disait Laurence Roudard, pour faire ça, pour avoir une intelligence fine des écosystèmes, et les écosystèmes sont toujours locaux d'une certaine façon, il faut mobiliser les savoirs des paysans sur ces agroécosystèmes. Et donc sortir d'une logique où, depuis la FAO à Rome, l'INRA à Versailles, le département américain de l'agriculture à Washington, on dit voilà ce que doivent faire les paysans du Guatemala, de Chine, d'où vous voulez, des États-Unis et de France. Et donc cette fin d'une vision très autoritaire du discours technique, elle est probablement indispensable. La question, c'est est-ce que ces systèmes peuvent assurer la sécurité alimentaire? Première des choses, l'une des raisons des problèmes que connaissent beaucoup de paysans, et je pense en particulier à l'Asie, c'est qu'en fait, on leur impose des systèmes qui ne sont pas capables d'assumer. Ils n'ont pas les moyens financiers pour acheter tout ce qu'il faudrait comme pesticides, comme engrais, comme variétés améliorées. Donc ils font les trucs pas comme il faut, ces imbéciles. Et comme ils ne font pas les trucs comme il faut, ça marche encore moins bien que ce qu'ils faisaient avant, en général. Pas toujours, mais souvent. Et du coup, ce qu'on peut se dire, c'est que qu'est-ce qui vaut mieux? Un résultat qui est potentiellement plus faible. C'est-à-dire que si toutes les choses marchaient parfaitement, il est possible que les systèmes agroécologiques que promeuvent certains scientifiques ou certaines organisations paysannes produiraient un tout petit peu moins que les systèmes très intensifiés avec des intrants. Mais vu que la probabilité d'atteindre ce résultat parfait, elle est très faible, il vaut mieux compter sur des choses sûres que sur des choses qui ne sont pas sûres. Et donc, si on veut assurer la sécurité alimentaire, il faut non pas mettre les gens en situation de produire beaucoup plus, mais en situation de produire ce qu'ils sont effectivement capables de produire. Donc, in fine, les systèmes agroécologiques peuvent être plus efficaces. Et je vais vous donner un exemple. J'étais l'été dernier en Indonésie pour me promener. Et puis du coup, moi, quand je me promène, je travaille. Donc c'est intéressant. En Indonésie, donc dans l'île du Sulawesi, c'est une des îles indonésiennes où j'étais, il y a deux façons de produire du riz. Il y a des systèmes qu'on va qualifier de révolution verte type, avec la variété améliorée quasi unique de riz qui s'est répandue pour la riziculture inondée en Asie, engrais azotés, pesticides à fond, et en particulier insecticides à mort. Dans ce genre de système, où il y a 2 récoltes par an, les gens sortent à peu près 7 tonnes par hectare sur les 2 récoltes. C'est-à-dire qu'on est loin de la tonne dont parlait Laurence Roudard, systèmes qui sont très productifs. Et puis à côté de ça, dans des zones plus isolées, plus montagneuses, vous avez des gens qui sont restés dans des pratiques beaucoup plus habituelles. Ils font également 2 récoltes de riz par an. C'est l'avantage des climats chauds. Mais ils cultivent non pas 8 variétés, mais 8 types de riz différents. Il y a des riz, alors je ne sais pas si vous fréquentez les restos chinois, ils font du riz gluant et du riz pas gluant. Ils font du riz noir, du riz blanc, du riz rouge, des riz très différents. Ils n'utilisent pas d'engrais azotés et ils n'utilisent pas d'insecticides. Et ils sortent 6 tonnes par hectare. Paradoxalement, dans les systèmes industriels, les gens vous expliquent qu'ils ne peuvent pas vivre avec moins d'1,8 hectare. Dans les systèmes de type agroécologique, ils vivent avec 0,6 hectares par famille. Parce qu'en même temps qu'ils font du riz dans leur rizière, par exemple, tous les chemins de rizière vont être plantés de légumes, et en particulier de tubercules, de patates douces. Si vous utilisez des herbicides et que ça va forcément déborder sur les chemins, vos patates douces, elles vont être tuées par les herbicides. Donc il n'y a pas de patates douces dans les rizières ordinaires, enfin industrielles ou révolution verte.
et les gens mangent des patates douces. Donc en fait, ils vendent plus de riz que les autres. Et puis comme c'est du riz qui est objectivement meilleur, ce riz est vendu, enfin en termes de goût, ce riz est vendu beaucoup plus cher. Donc en fait, le système de la révolution verte qui fonctionne ici, pour avoir le même degré d'efficacité économique, il faut 3 fois plus de surface. Bon, la question, c'est chez nous, le problème de la sécurité alimentaire, c'est plus une affaire de qualité de l'alimentation que d'accès à l'alimentation. Il faut vraiment, vraiment être dans des situations absolument tragiques en France pour souffrir vraiment de sous-nutrition. Mais le problème ici, c'est qu'on a d'autres petites inquiétudes. Des questions de santé publique. Parce qu'il y a des produits, je vous ai mis les lasagnes à la viande de cheval parce que c'est les derniers, mais enfin, les inquiétudes sur les résidus de pesticides, etc., c'est assez important. Des inquiétudes que je qualifierais d'ordre éthique. Par exemple, mettre 1000 vaches dans un même hangar pour faire beaucoup de lait, ça ne plaît pas nécessairement parce que ça ne correspond pas à l'image qu'on a de ce que doit être notre relation à l'animal d'élevage. Et puis, on est quand même bien obligé d'observer que la situation économique et sociale des agriculteurs, elle est très tragique en ce moment. Et que les questions d'emploi, l'agriculture française reste l'un des secteurs les plus destructeurs d'emplois aujourd'hui. Plus que l'industrie, en proportion. Et puis, bien sûr, les problèmes d'environnement. On revient sur les algues vertes, on revient sur les problèmes de résidus de pesticides, résidus d'azote dans les nappes phréatiques, dans les rivières, etc. On revient sur la destruction des paysages, sur la perte de biodiversité qu'on constate en France. Mais finalement, ici, pour nous, on peut se dire que le problème, ce n'est pas tant un problème d'accès à une quantité suffisante, mais d'accès à une qualité suffisante de l'alimentation. Et cette question de la mauvaise alimentation est une question, dont je vous l'ai dit, de plus en plus préoccupante. Alors vous avez ici en rouge, plus c'est rouge vers le marron ou le noir, plus ça correspond à des quantités de personnes, des pourcentages souffrant de problèmes de surpoids pathologique ou de malnutrition. Ce que vous voyez, c'est que la malnutrition chez les hommes, c'est d'abord une affaire de riches, avec quelques effets culturels. Je n'y reviens pas en particulier sur les pays arabes, où le poids est un signe de richesse. Et donc, plus vous êtes riche, plus vous devez être gros. Il y a un moment où ça devient gênant. Mais sinon, les problèmes sont essentiellement concentrés dans les pays riches. Mais de plus en plus dans les pays pauvres, avec cette différence que dans les pays riches, le surpoids pathologique, c'est un problème de pauvres. Et dans les pays pauvres, le surpoids pathologique, c'est un problème de riches. Pas de très riches, parce que les très riches sont déjà sur des standards de qu'est-ce que c'est avoir un beau corps, etc., qui est celui de l'Occident. Et donc, la question à laquelle nous sommes confrontés en France, et alors, je ne vais pas me cacher, les deux régions, il y a des régions où le problème est particulièrement fort, c'est la région Nord, la région Nord-Pas-de-Calais, la région Picardie, les régions Normandie. Bon, la Normandie, c'est parce qu'ils bouffent de la crème sans faire péter la sous-ventrière, et c'est pas bon quand même pour la ligne, mais clairement, il y a une relation très forte en France entre, par exemple, taux de chômage, taux de précarité, taux de problèmes liés à la nutrition. Et notre problème en France, ce n'est pas de savoir si on aura assez à manger en 2050. C'est de savoir si on pourra donner à tous les citoyens français une alimentation de qualité qui leur permette de ne pas avoir de conséquences médicales éventuellement graves. Et donc, la question, c'est de se dire finalement, quand on regarde à l'échelle de la planète, c'est que nous avons inventé des modèles agricoles qui ont des conséquences environnementales souvent dramatiques et qui ont des conséquences sur la santé qui sont de plus en plus inquiétantes. Et donc, on n'a pas trop le choix. Il va falloir inventer demain des solutions plus respectueuses des ressources naturelles et plus respectueuses de notre propre santé. Le problème n'est pas de savoir. Et finalement, ce qu'on pourrait dire, c'est que la montée en puissance de l'agroécologie, c'est la volonté de répondre à cette double question. Et donc, s'occuper des hommes et s'occuper de la nature, en quelque sorte. Et effectivement, il y a des tas de solutions qui fonctionnent. On a parlé d'agroforesterie un petit peu tout à l'heure, des techniques de conduite différentes. Vous avez ici, ne croyez pas que c'est une culture
c'est quoi ça? C'est des... d'abourrache, merci. Excusez-moi. Non, c'est un vignoble, ça. Hein. C'est un vignoble enherbé en Provence, dans début de printemps. C'est un type qui fait de l'excellent vin très, très coté dans un vignoble. Quand vous passez au mois d'avril-mai, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de vigne tellement il y a de mauvaises herbes. Donc les mauvaises herbes aussi, c'est quelque chose peut-être qui se discute. Sont-elles toujours aussi mauvaises que ça? Est-ce qu'elles sont mauvaises à chaque moment? Et puis, ce que je vous disais, sur l'utilisation intelligente de la construction des paysages cultivés pour favoriser au maximum, dans ces paysages cultivés, des interactions favorables et au non-usage de pesticides et à la production. Et donc, deux choses claires ce qu'on voit, c'est la question de l'augmentation de la diversité dans les espaces cultivés. Notre façon de réduire la diversité est probablement quelque chose qui a été très importante. Spécialisation régionale, réduction diminution du nombre d'espèces assolées, etc. est sans doute un problème vers lequel qu'on doit faire évoluer. Et donc renforcement du contrôle naturel et bioagresseurs. Mais tout ça ne peut pas être que des solutions techniques. Je vous l'ai dit, le problème, c'est aussi qu'il faut reconstruire du lien, il faut redonner du sens. Si on veut que les gens se nourrissent bien pour ne pas coûter un bras à la sécurité sociale, il faut réapprendre à s'alimenter correctement. Et chacun d'entre nous doit se poser la question de comment on va pouvoir faire pour s'alimenter correctement. Mais ce qui est clair, c'est que le problème de l'agroécologie, ce n'est pas un problème de produire plus dans les champs. C'est de nous interroger sur la façon dont nous mangeons, la façon dont nous achetons nos produits, la façon dont les produits sont distribués, transformés, etc. L'agroécologie, ça ne concerne pas que l'agriculture, ça concerne toute l'alimentation dans sa globalité, et ça ne concerne pas seulement les paysans, ça concerne tous les citoyens dans leur totalité. Merci.